Marina Hoffman était assise à la table de la cuisine de son petit appartement à Cologne et fixait l'écran de son ordinateur portable. Dehors, il pleuvait. Comme souvent en novembre en Allemagne, une pluie régulière et grise qui enveloppait la ville d'une atmosphère mélancolique. Sur l'écran s'affichaient des images d'eau turquoise, de plages de sable blanc et de ruines antiques, situées directement au bord de la mer. Antalya, la Riviera turque, un endroit qui lui semblait être un rêve inaccessible depuis des années. À 26 ans, Marina n'avait encore jamais vraiment pris de vacances, pas comme les autres. Après ses études d'histoire de l'art, elle avait immédiatement commencé à travailler, d'abord comme stagiaire dans un musée, puis comme assistante, enfin dans une petite galerie. Son salaire était modeste, le loyer à Cologne élevé, et à la fin du mois, il ne lui restait souvent plus rien. Ses amis partaient en voyage à Bali, en Islande, à New York. Marina restait à Cologne et rêvait. Mais maintenant, fin novembre 2019, quelque chose avait changé. Sa grand-mère, une femme résolue, originaire de Rhénanie qui avait toujours encouragé Marina à profiter davantage de la vie, lui avait donné une enveloppe pour son anniversaire. Elle contenait 2000 € en espèces. « Pars quelque part », lui avait dit la vieille femme en serrant fermement les mains de Marina. « Tu travailles trop, tu ne vis pas assez. Prends cet argent et fais-en quelque chose de beau. Je ne veux pas qu'un jour tu regrettes de n'avoir jamais pris de risque. » Marina avait protesté, disant que c'était trop, mais sa grand-mère était restée inflexible. « J'ai 82 ans. Que vais-je faire de cet argent? Fais-moi plaisir et vis quelque chose. » Marina avait donc pris l'argent, et 3 semaines plus tard, elle était assise là, en train de planifier son premier vrai voyage. Antalya était parfaite. Pas trop loin, pas trop cher, et surtout encore chaude en décembre. Alors que l'Allemagne se figuait dans l'hiver, la côte turque s'épanouissait. Des températures avoisinant les 20 degrés, un climat méditerranéen doux, des sites antiques comme Aspendos et Perge, et bien sûr les plages. Marina avait toujours été fascinée par l'Antiquité, les ruines et l'histoire, et Antalya offrait les deux en abondance. Elle passait des heures à lire des blogs de voyage, à comparer des hôtels, à planifier des itinéraires. Sa meilleure amie, Julia, avec qui elle était amie depuis l'école, devait normalement l'accompagner. Elles en avaient déjà discuté, avaient comparé leurs agendas, mais Julia avait ensuite été promue et ne pouvait pas prendre une semaine de congé en décembre. « Pars quand même, » lui avait dit Julia, « tu en as besoin. Et Antalya est sûr, il ne se passera rien. La Turquie est touristique, ils vivent du tourisme. » Marina avait hésité, voyager seule. Elle n'avait jamais voyagé seule, elle avait toujours été accompagnée, par ses parents, ses amis, une fois par un petit ami qui s'était avéré être une erreur au bout de 3 mois. Mais c'était peut-être exactement ce dont elle avait besoin. Du temps pour elle-même, pour réfléchir, pour prendre de la distance par rapport à la routine à Cologne, au petit appartement, aux visages toujours identiques à la galerie. Elle réserva une chambre dans un hôtel à Konyaaltı, un quartier moderne d'Antalya, directement sur la plage. Pas luxueux mais propre, avec de bonnes critiques et surtout abordable. Le vol aller-retour entre Cologne et Antalya coûtait 130 €. Elle resterait une semaine, du 8 au 15 décembre. Assez de temps pour explorer la ville, visiter quelques ruines et simplement s'asseoir sur la plage et lire. Lorsqu'elle a confirmé la réservation et vu l'email dans sa boîte de réception, elle a ressenti un mélange d'excitation et d'angoisse légère. Elle a appelé sa grand-mère. « J'ai réservé, » lui a-t-elle dit. « Je pars à Antalya. » La vieille femme à l'autre bout du fil a ri, d'un rire chaleureux et profond. « C'est bien, ma fille. Je suis fier de toi. Fais attention à toi, mais amuse-toi bien. La vie est courte. » Les semaines précédant le départ passèrent rapidement. Marina termina ses projets à la galerie, acheta une nouvelle valise, y mit des robes d'été, des sandales, de la crème solaire. Elle téléchargea des guides touristiques sur son téléphone portable, marqua sur Google Maps les endroits qu'elle voulait visiter. Son excitation grandissait de jour en jour. Julia l'aidait à faire ses valises et lui donnait des conseils.
emporte une batterie externe. Les prises électriques sont différentes en Turquie et ne bois pas l'eau du robinet. Et si quelqu'un t'aborde, sois poli, mais ferme. Les hommes turcs peuvent parfois être insistants, surtout lorsqu'ils voient une femme voyager seule. Marina acquiesça et prit des notes. Elle n'était pas naïve, elle savait qu'elle devait être prudente. Mais en même temps, elle ne voulait pas se laisser paralyser par la peur. Des millions de touristes visitaient la Turquie chaque année. C'était un pays sûr, du moins dans les zones touristiques. Antalya vivait du tourisme. Les gens y étaient habitués à voir des visiteurs étrangers. Le matin du 8 décembre, elle se leva à 4 heures. Le réveil sonna dans l'obscurité de son appartement et, l'espace d'un instant, elle regretta tout. Elle aurait pu rester au lit, à Cologne, dans sa routine familière. Mais elle pensa alors à sa grand-mère, à l'argent, à l'opportunité de vivre une nouvelle expérience. Elle se leva, prit une douche, s'habilla et appela un taxi pour se rendre à l'aéroport. L'aéroport de Cologne-Bonn était calme à cette heure-là, avec seulement quelques voyageurs, pour la plupart des hommes d'affaires. Marina enregistra sa valise et passa le contrôle de sécurité. Elle attendit à la porte d'embarquement, but un café hors de prix et fit défiler son téléphone portable. Un message de Julia. « Amuse-toi bien, envoie-moi des photos et donne-moi de tes nouvelles tous les jours, sinon je vais m'inquiéter. » Marina sourit et répondit « D'accord, à bientôt. » Le vol était à l'heure. Assise côté hublot, Marina regardait l'Allemagne disparaître sous ses yeux, les nuages se dissiper et les Alpes apparaître, leurs sommets enneigés baignés par le soleil matinal. Puis la Méditerranée, d'un bleu infini, scintillante. Elle sentit la tension la quitter, elle se détendit vraiment pour la première fois depuis des semaines. 3 heures plus tard, l'avion atterrit à Antalya. Les portes s'ouvrirent et une vague d'air chaud envahit la cabine, si différente de l'air froid et humide de l'Allemagne. Marina respira profondément, sentit le sel et quelque chose de sucré, peut-être des fleurs. Elle suivit les autres passagers à travers le terminal, récupéra sa valise, passa la douane. Un panneau indiquant « Welcome to Antalya » l'accueillit en plusieurs langues. Dehors, il faisait beau, le ciel était dégagé. La température était de 22 degrés, parfaite. Elle prit un taxi pour se rendre à l'hôtel, traversa la ville, vit des palmiers, des bâtiments modernes, la mer au loin. L'hôtel était exactement comme sur les photos, petit mais bien entretenu. La réceptionniste, une jeune Turque parlant un anglais parfait, l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue à Antalya, Madame Hoffmann. Votre chambre est prête. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. » La chambre était au 3e étage, avec un balcon et une vue sur la mer. Marina posa sa valise, ouvrit la porte du balcon et sortit. La vue lui coupa le souffle. La Méditerranée s'étendait à l'infini devant elle. Turquoise et calme, le soleil scintillait sur les vagues douces. Au loin, elle pouvait voir les montagnes du Taurus, dont les sommets étaient encore enneigés. C'était parfait, exactement comme elle l'avait imaginé. Elle passa l'après-midi à explorer les environs. Konyaaltı était un quartier animé, avec une longue promenade bordée de cafés, de restaurants et de petites boutiques. Des familles se promenaient, des enfants jouaient dans le sable, des joggeurs couraient le long de l'eau. Elle se sentait en sécurité, comme dans n'importe quel autre lieu touristique. Marina s'assit dans un café, commanda un café turc et un morceau de baklava. Elle observait les gens, écoutait le bruit de la mer, sentait la chaleur du soleil sur sa peau. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vraiment heureuse, vraiment libre. Elle sortit son téléphone portable, prit une photo de la mer et l'envoya à Julia et à sa grand-mère. « Je suis arrivée, c'est magnifique ici. » Les réponses arrivèrent immédiatement. Julia, « Waouh, ça a l'air fantastique, profites-en bien. » Sa grand-mère, « Ma fille, je suis si heureuse. Prends soin de toi et passe le meilleur moment de ta vie. » Ce soir-là, Marina dîna dans un petit restaurant près de l'hôtel. Elle commanda des meds, du poisson grillé, accompagné d'un verre de ragoût qu'elle mélangea avec de l'eau, comme le faisaient les habitants.
Le serveur était aimable, mais pas envahissant. Il lui recommanda des plats et lui parla des sites touristiques des environs. « Vous devez absolument visiter la vieille ville, » lui dit-il. « Kaleitsi, le cœur d'Antalya, c'est très beau, très historique. » Marina acquiesça et prit mentalement note. Elle avait l'intention de passer les prochains jours à explorer et à se détendre. Quelques jours à la plage, quelques jours en ville, peut-être une excursion aux ruines de Perge ou au théâtre antique d'Aspendos. Les 3 jours suivants se déroulèrent comme dans un rêve. Elle visita Kaleitsi, la vieille ville avec ses ruelles étroites, ses maisons ottomanes et son vieux port. Elle se promena dans les ruines de Perge, se tint avec admiration devant les colonnes et les statues, imagina ce qu'avait dû être la vie ici il y a 2000 ans. Elle passa des heures à la plage, lut, nagea dans l'eau chaude, se laissa bronzer par le soleil. Chaque soir, elle appelait Julia, lui racontait sa journée et lui envoyait des photos. « Tu as l'air tellement détendue, » disait Julia. « Je ne t'ai jamais vue aussi détendue. » Marina riait. « Je me sens détendue. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Le 4e jour, le 11 décembre, Marina a décidé d'aller un peu plus loin. Elle avait entendu parler d'une plage appelée Karpuz Kalduran, à environ 10 kilomètres de Konya-Altu. Elle était moins touristique, plus calme, avec des falaises impressionnantes et une eau cristalline, parfaite pour passer un après-midi tranquille. Elle loua un scooter, ce qu'elle n'aurait jamais osé faire en Allemagne. Mais ici, cela lui semblait naturel, aventureux. La location fut simple, l'homme lui donna un casque et lui expliqua l'itinéraire. « Suivez toujours la route côtière, vers le sud. Vous ne pouvez pas la manquer, c'est très beau là-bas, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Faites attention aux vagues, elles sont parfois fortes. » Marina partit, le vent dans les cheveux, le soleil réchauffant ses bras. La route longeait la côte, offrant une vue imprenable sur la mer. Elle traversa de petits villages, des oliveraies, des criques rocheuses. Après environ 20 minutes, elle arriva à Karpuz Kalduran. La plage était effectivement plus calme, presque déserte. Quelques habitants étaient assis sous des parasols, une famille avec de jeunes enfants jouait au bord de l'eau. Marina gara son scooter, prit son sac et descendit vers la plage. Le sable était grossier, mélangé à des galets, mais l'eau était incroyablement claire, si claire qu'elle pouvait voir le fond, même à 3 mètres de profondeur. Elle étendit sa serviette, s'assit et respira l'air salé. C'était parfait. Pas de foule, pas de bruit, juste le bruit des vagues et les cris des mouettes. Elle sortit son téléphone portable, prit quelques photos et écrivit un message à Julia. « J'ai trouvé une plage déserte, le paradis. » Les heures passèrent lentement, paisiblement. Marina nagea, lut un livre, somnola au soleil. Vers 5 heures de l'après-midi, elle remarqua que la plupart des autres baigneurs étaient partis. La famille avec les enfants était partie, les habitants avaient rangé leurs affaires. Elle était maintenant presque seule. Seul un homme âgé était assis au loin, fumant une cigarette et regardant la mer. Le soleil commençait à descendre, projetant une lumière dorée sur l'eau. Marina se leva, décida d'aller nager une dernière fois avant de rentrer. Elle entra dans l'eau, qui était maintenant plus fraîche, mais toujours agréable. Elle nagea environ 20 mètres, se retourna et vit la plage, les falaises, le ciel qui changeait lentement de couleur, passant du bleu au rose puis à l'orange. À ce moment-là, elle le sentit. Un courant, soudain et puissant, tirait ses jambes. Elle essaya de nager vers la plage, mais le courant était plus fort qu'elle ne l'avait prévu. La panique monta en elle. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Elle se souvint de l'avertissement du loueur de scooter. « Attention aux vagues !» Elle essaya de rester calme, nagea en diagonale par rapport au courant, comme elle l'avait lu un jour dans un article. Lentement, péniblement, elle réussit à sortir du courant. Elle nagea jusqu'à la plage, les bras lourds, les poumons en feu. Quand elle atteignit enfin les eaux peu profondes, elle tomba à genoux, haletante, tremblante. Elle l'avait échappé belle, de justesse. Elle se releva,
alla vers sa serviette, s'assit et essaya de calmer son cœur. L'homme âgé qui fumait était parti. Elle était désormais complètement seule. Le soleil était presque couché, la plage était dans l'ombre. Elle décida de partir immédiatement. Elle rassembla ses affaires, se dirigea vers le scooter et mit son casque. Ses mains tremblaient encore, légèrement. Elle démarra le moteur et reprit la route en direction de Cognalti. Le trajet lui semblait différent maintenant, plus sombre, plus incertain. La route était mal éclairée, et plus elle avançait, plus elle se sentait seule. Au bout d'une dizaine de minutes, elle remarqua un véhicule derrière elle, une camionnette blanche qui la suivait de près. Elle accéléra légèrement, mais la camionnette resta derrière elle. Son pouls s'accéléra à nouveau. Ce n'était peut-être rien, juste quelqu'un qui était pressé. Mais la camionnette la dépassa, pas complètement, mais roula à côté d'elle, lentement, de manière menaçante. Marina essaya de ne pas regarder, se concentrant sur la route. Mais du coin de l'œil, elle vit que la vitre latérale de la camionnette était ouverte et que quelqu'un regardait dehors, criant quelque chose en turc. Elle ne comprenait pas, ne voulait pas comprendre. Elle accéléra encore, essayant de semer la camionnette, mais celle-ci resta à ses côtés. Puis soudain, la camionnette freina brusquement et se retrouva derrière elle. Marina poussa un soupir de soulagement, pensant que c'était fini. Mais la camionnette accéléra à nouveau, se rapprochant dangereusement. Elle sentit un léger choc, le scooter vacilla dangereusement. La panique la submergea. Elle mit les gaz à fond, le petit moteur rugit, mais elle réussit à prendre un peu de distance. Au loin, elle aperçut des lumières, un village, la civilisation. Elle s'y précipita, le cœur battant à tout rompre. La camionnette la suivait toujours, mais lorsqu'elle atteignit les premières maisons, alors que d'autres voitures apparaissaient sur la route, elle se laissa distancer, fit un virage brusque et disparut dans une rue latérale. Marina s'arrêta, tremblant de tout son corps. Elle était en sueur, même si la nuit était fraîche. Elle sortit son téléphone portable, envisagea d'appeler la police, mais que devait-elle dire? Qu'une camionnette l'avait suivie. Elle n'avait pas vu de plaque d'immatriculation, n'avait pas de description précise. Et peut-être s'agissait-il simplement d'un conducteur agressif, rien de grave. Elle reprit lentement le chemin de l'hôtel, cette fois-ci par les routes principales, très fréquentées. Une fois arrivée, elle rendit le scooter, monta dans sa chambre et verrouilla la porte. Elle s'assit sur le lit, tremblant encore. Qu'est-ce que cela avait bien pu être? Une coïncidence? Un avertissement? Ses pensées se bousculaient. Elle prit une longue douche, essayant de se débarrasser de sa peur. Puis, elle se coucha, mais le sommeil ne venait pas. Chaque bruit dans le couloir la faisait sursauter. Elle vérifia plusieurs fois que la porte était bien fermée à clé. Finalement, vers minuit, elle s'endormit, agitée, tourmentée par des rêves confus. Le lendemain matin, elle essaya de se convaincre que ce n'était rien, juste un mauvais conducteur, une réaction exagérée de sa part. Elle n'appela pas Julia, ne voulant pas l'inquiéter. Au lieu de cela, elle décida de passer la journée à la plage, près de l'hôtel, en sécurité parmi les gens. Mais le sentiment qui s'était installé la nuit dernière, la peur, l'incertitude, persistait. Quelque chose avait changé. Le rêve d'Antalya s'était fissuré, légèrement, mais de manière indéniable. Marina passa la journée suivante près de l'hôtel, évitant les endroits isolés. Elle essaya de se détendre, mais le souvenir de la camionnette blanche la hantait. Chaque fois qu'un véhicule similaire passait, son corps se tendait. Elle s'assit sur la plage de l'hôtel, lut, mais les mots se brouillaient devant ses yeux. Dans l'après-midi, elle décida de se rendre en ville, dans des quartiers animés où il y avait beaucoup de monde. Elle prit un taxi pour se rendre dans la vieille ville et flâna dans les ruelles étroites de Calais. Le flux familier de touristes la rassura quelque peu. Elle acheta des souvenirs, but un thé dans un café avec vue sur le vieux port. Là, un homme attira son attention. Il était assis à quelques tables de distance, seul, et semblait la regarder. Lorsque leurs regards se croisèrent, il détourna immédiatement la tête. Marina sentit son estomac se nouer. Était-ce le même homme qu'elle avait vu la veille sur la plage déserte,
Elle ne pouvait pas en être certaine, mais quelque chose dans sa silhouette lui semblait familier. Elle paya rapidement et quitta le café. Lorsqu'elle se retourna, l'homme avait disparu. Peut-être avait-elle tout imaginé. La peur de la veille lui jouait des tours, lui faisant voir des fantômes là où il n'y en avait pas. De retour à l'hôtel, elle appela Julia. « Salut, comment ça va ?» demanda Julia d'un ton enjoué. Marina hésita, ne voulant pas l'inquiéter. « Bien, tout va bien, je suis allée dans la vieille ville aujourd'hui. » Elle ne dit rien du camion, ni de l'homme dans le café. Julia s'inquiéterait et lui dirait de rentrer immédiatement à la maison. Ce soir-là, Marina resta à l'hôtel, dîna au restaurant et se coucha tôt. Elle ferma la porte du balcon à clé et tira les rideaux. Malgré tout, il lui fallut des heures pour s'endormir. Le 13 décembre, son 6e jour à Antalya, elle se sentait un peu mieux. Le soleil brillait, la plage était animée, les familles et les couples profitaient du temps clément. Marina décida d'aller nager à nouveau, cette fois juste devant l'hôtel, où des sauveteurs patrouillaient. Elle nagea environ 15 minutes, se laissant porter par les douces vagues. En regagnant la plage, elle remarqua un groupe de jeunes hommes qui se tenaient à une vingtaine de mètres. Ils regardaient dans sa direction. L'un d'eux dit quelque chose, les autres rirent. Marina essaya de les ignorer, se dirigea vers sa serviette et se sécha. Mais les hommes s'approchèrent, lentement, délibérément. L'un d'eux, grand, aux cheveux foncés et portant des lunettes de soleil, lui adressa la parole en anglais. « Salut, tu es seul ici ?» Sa voix était amicale, mais quelque chose dans son sourire fit se figer Marina. « J'attends des amis, mentit-elle. » L'homme acquiesça et s'approcha encore d'un pas. « C'est une belle journée pour se baigner, mais tu dois faire attention, les courants peuvent être dangereux ici. » La façon dont il accentua le mot « dangereux » lui donna la chair de poule. « Merci, je sais », répondit-elle sèchement et commença à rassembler ses affaires. Les hommes restèrent là, à l'observer. Marina sentait leur regard posé sur elle. Elle se sentait exposée, vulnérable. Elle retourna rapidement à l'hôtel sans se retourner. Dans sa chambre, elle verrouilla la porte, s'adossa contre elle et respira profondément. Que se passait-il ici? Était-elle paranoïaque ou y avait-il vraiment lieu de s'inquiéter? Elle envisagea sérieusement d'avancer son retour, de rentrer chez elle 2 jours plus tôt. Mais elle se réprimanda. Elle ne laisserait pas quelques rencontres étranges gâcher ses vacances. Des millions de touristes venaient chaque année à Antalya et n'avaient aucun problème. Elle était trop prudente, c'était tout. Le soir, elle retourna au restaurant de l'hôtel. Un couple allemand âgé était assis au bar et Marina se joignit à eux, heureuse d'avoir de la compagnie. Ils se présentèrent comme Dieter et Gisela, originaires de Munich et en visite à Antalya, pour la 5e fois. « Nous adorons cet endroit, » dit Gisela. « Les gens sont sympathiques, la nourriture est fantastique, le temps est parfait. » Marina leur raconta son voyage, en omettant les incidents désagréables. Dieter lui recommanda une excursion aux chutes d'eau de Duden. « C'est magnifique et tout à fait sûr. Il y a beaucoup de touristes, c'est bien organisé. » Marina prit note. Après le repas, elle est montée dans sa chambre et s'est sentie un peu mieux. Peut-être irait-elle effectivement aux chutes d'eau le lendemain pour passer une dernière belle journée avant de rentrer chez elle le 15 décembre. Elle a ouvert le balcon, laissé entrer l'air chaud de la nuit et écouté le bruit lointain de la mer. À ce moment-là, son téléphone portable a sonné, un numéro inconnu avec un indicatif turc. Elle a hésité puis a décroché. « Allô ?» Silence. Puis une respiration légère et une voix masculine, douce, presque chuchotée, dit en anglais « Marina, you should go home ». Puis la communication fut coupée. Le cœur de Marina battait à tout rompre. Comment connaissait-il son nom? Comment avait-il obtenu son numéro? Elle laissa tomber son téléphone portable et le fixa comme s'il s'agissait d'une bombe. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Ce n'était plus une coïncidence, c'était une menace directe. Marina était assise sur son lit, le téléphone à côté d'elle, incapable de bouger.
Son esprit essayait de trouver une explication logique. C'était peut-être une blague, un faux numéro, un malentendu. Mais la voix avait clairement prononcé son nom. Marina. Elle appela immédiatement Julia. Ses mains tremblaient tellement qu'elle appuya 2 fois sur la mauvaise touche. « Allô ?» répondit Julia d'une voix endormie. Il était tard en Allemagne, après minuit. « Julia, je viens de recevoir un appel. Quelqu'un connaissait mon nom et m'a dit de rentrer chez moi. » Les mots jaillirent de sa bouche, paniqués, incohérents. « Quoi? Qui était-ce » La voix de Julia se réveilla immédiatement, alarmée. « Je ne sais pas. Un numéro turc, un homme, il a simplement raccroché. » Marina sentit les larmes lui brûler les yeux. « Julia, j'ai peur. Je crois que quelqu'un me suit. » Julia resta silencieuse un instant, puis dit d'un ton ferme. « Tu vas immédiatement à la réception, tu leur racontes tout et tu réserves le prochain vol pour rentrer chez toi. Ce soir encore, si possible. Ce n'est plus drôle, Marina. » Marina acquiesça, même si Julia ne pouvait pas la voir. « D'accord, oui, tu as raison, je vais le faire. » Elle se leva, s'habilla rapidement, prit son téléphone portable et sa carte de chambre. Le couloir était vide. Seuls les bruits étouffés des téléviseurs derrière les portes fermées se faisaient entendre. Elle prit l'ascenseur jusqu'à la réception. Le veilleur de nuit, un jeune homme aux yeux fatigués, leva les yeux lorsqu'elle sortit. « Je peux vous aider ?» Marina prit une profonde inspiration, essayant de paraître calme. « J'ai reçu un appel menaçant, quelqu'un connaissait mon nom. Je voudrais changer mon vol, partir plus tôt. » L'homme fronça les sourcils. « Un appel menaçant? Quand ?»« Il y a 10 minutes. » Il hocha lentement la tête. « Voulez-vous appeler la police ?» Marina hésita. Que dirait-elle à la police? Elle n'avait aucune preuve, seulement une intuition, une voix au téléphone. « Je veux juste partir pour l'instant. Pouvez-vous m'aider à trouver un vol ?» Le réceptionniste alluma son ordinateur. « Le prochain vol pour l'Allemagne est demain matin, à 6h45, pour Francfort. Je peux essayer de vous réserver une place. » Marina acquiesça rapidement. « Oui, s'il vous plaît, faites-le. » Pendant qu'il tapait, elle regardait nerveusement vers la porte d'entrée. Le hall était bien éclairé, mais dehors, il faisait sombre et elle ne pouvait pas voir ce qui se cachait dans l'ombre. « Il reste des places, » dit le réceptionniste. « 280 € pour la modification de la réservation. » Marina n'hésita pas. « Réservez-la. » 20 minutes plus tard, elle avait une nouvelle carte d'embarquement sur son téléphone portable. Le départ était dans moins de 7 heures. Elle n'avait plus qu'à passer la nuit, puis elle serait en sécurité. Elle remercia le portier et retourna dans sa chambre. Dans l'ascenseur, elle s'adossa contre la paroi et ferma les yeux. Bientôt, ce serait fini. Bientôt, elle serait de retour à Cologne, dans son petit appartement, en sécurité. Elle raconterait tout à Julia, irait peut-être à la police, porterait plainte, même si elle ne savait pas contre qui. L'ascenseur s'arrêta au 3e étage. Les portes s'ouvrirent et Marina sortit. Le couloir était toujours vide, mais il lui semblait désormais plus menaçant, les ombres plus profondes. Elle se dirigea rapidement vers sa chambre, la carte d'accès déjà en main. Lorsqu'elle ouvrit la porte, son regard se posa immédiatement sur le balcon. La porte était ouverte, elle se figea. Elle avait fermé la porte du balcon en partant, elle en était certaine. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle entra lentement, ses yeux scrutant la pièce. Tout semblait normal. Sa valise était intacte dans un coin. Ses affaires étaient posées sur la table. Mais la porte du balcon était bel et bien ouverte. Le rideau flottait légèrement dans le vent. Elle s'approcha lentement et regarda dehors. Le balcon était vide, mais son regard tomba sur quelque chose posé sur la petite table. Un bout de papier, maintenu par une pierre. Elle le prit entre ses mains tremblantes. Il était écrit en anglais, d'une écriture griffonnée. « Dernier avertissement, partez maintenant. » Marina laissa tomber le mot et recula en titubant dans la pièce. Quelqu'un était venu ici, dans sa chambre, sur son balcon. Quelqu'un s'était approché suffisamment pour laisser un message. La panique l'envahit. Elle attrapa sa valise et y jeta ses affaires sans faire attention à l'ordre. Elle devait partir, immédiatement.
Pas demain matin, maintenant. Elle appela la réception. J'ai besoin d'un taxi pour l'aéroport, tout de suite. Le portier semblait perplexe. Maintenant? Il est 2 heures du matin. Votre vol ne part qu'à 6h45. Je m'en fiche, dit Marina, la voix brisée. Je dois partir maintenant, s'il vous plaît. 15 minutes plus tard, elle se tenait dans le hall, sa valise à côté d'elle, tous les muscles tendus. Le taxi arriva, et elle monta sans se retourner. Le taxi traversa les rues nocturnes d'Antalya. Marina était assise sur la banquette arrière, sa valise fermement serrée dans ses mains, et regardait par la fenêtre. La ville, qui lui semblait encore paradisiaque quelques jours auparavant, lui paraissait désormais étrange et menaçante. Chaque voiture qui passait, chaque ombre dans la rue la faisait sursauter. Le chauffeur de taxi, un homme âgé à la barbe grise, lui lança plusieurs fois des regards inquiets dans le rétroviseur. « Tout va bien ?» demanda-t-il dans un anglais approximatif. Marina se contenta d'acquiescer, incapable de parler. Elle avait la gorge serrée et la bouche sèche. Elle sortit son téléphone portable et envoya un message à Julia. « Je suis dans un taxi en route pour l'aéroport. J'ai dû partir immédiatement. Il y avait quelqu'un dans ma chambre. » La réponse arriva en quelques secondes. « Quoi? Marina, tu es en sécurité? Appelle-moi dès que tu es à l'aéroport. » Le trajet jusqu'à l'aéroport dura 25 minutes, qui lui semblèrent des heures. Marina observait chaque véhicule derrière eux, cherchant la camionnette blanche, mais la route était pratiquement déserte à cette heure-là. Lorsqu'elle aperçut enfin les terminaux illuminés de l'aéroport, elle poussa son premier vrai soupir depuis des heures. Le chauffeur s'arrêta devant le terminal des départs. Marina paya précipitamment, prit sa valise et se précipita à l'intérieur. L'aéroport était calme à cette heure-là, avec seulement quelques voyageurs et du personnel de nettoyage. La sécurité des halls bien éclairés la rassura quelque peu. Ici, elle était en sécurité. Il y avait des caméras, du personnel de sécurité, des gens. Elle trouva un banc près du comptoir d'enregistrement, qui n'ouvrirait qu'à 4 heures. Encore 2 heures. Elle s'assit, posa sa valise à côté d'elle et appela Julia. « Marina, tu vas bien ?» La voix de Julia était pleine d'inquiétude. « Je suis à l'aéroport, » dit Marina, la voix tremblante. « Je suis en sécurité, je crois. Julia, quelqu'un était dans ma chambre, a laissé un message, un avertissement. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. » Julia resta silencieuse un instant, puis dit « Tu dois aller voir la police dès que tu seras en Allemagne. »« C'est grave, Marina. C'est du harcèlement, peut-être pire. As-tu une idée de qui cela pourrait être ?» Marina secoua la tête, même si Julia ne pouvait pas la voir. « Non, je ne connais personne ici. Je n'ai parlé à presque personne. Ça n'a aucun sens. » Elle raconta à Julia l'histoire du fourgon, de l'homme dans le café, des hommes sur la plage, de l'appel téléphonique. Tout sortit. La peur qu'elle avait refoulée pendant des jours. « Mon Dieu !» murmura Julia. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Je pensais que j'étais paranoïaque. Je ne voulais pas t'inquiéter. » Marina essuya les larmes qui coulaient de ses yeux. « Mais maintenant, je sais que c'est réel. » Elles passèrent les 20 minutes suivantes au téléphone, Julia la rassurant, la distrayant avec des histoires de Cologne, avec des projets sur ce qu'elle ferait quand Marina serait de retour. Finalement, Julia dit « Je te laisse dormir maintenant, si tu peux. Écris-moi dès que tu t'es enregistré et dès que tu atterris. Je viendrai te chercher à Francfort, d'accord? Tu n'es pas seule. » Marina acquiesça, la remercia d'une voix brisée et raccrocha. Elle se pencha en arrière, ferma les yeux, mais le sommeil était impossible. Son esprit travaillait fébrilement, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Qui avait intérêt à lui faire peur? Était-ce un hasard si elle était devenue une cible, ou avait-elle vu quelque chose, fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire? À 4 heures, le comptoir d'enregistrement ouvrit. Marina fut la première dans la file d'attente, enregistra sa valise et reçut sa carte d'embarquement. L'employé lui sourit avec professionnalisme. « Bon vol jusqu'à Francfort. » Marina se força à hocher la tête. Le contrôle de sécurité s'est déroulé sans encombre.
Marina se sentit alors un peu plus en sécurité, ici, au-delà des contrôles, où seuls les passagers avaient accès. Elle s'acheta un café, même si son estomac se nouait à l'idée de boire quelque chose. Elle s'assit près de la porte d'embarquement, entourée d'autres voyageurs matinaux, d'hommes d'affaires, avec leurs ordinateurs portables, de familles, avec des enfants fatigués. L'embarquement commença à 6 heures. Marina se leva immédiatement, voulant être la première à monter dans l'avion. Elle fit la queue, montra sa carte d'embarquement, passa par la passerelle et entra dans l'avion. À chaque pas, elle se sentait plus légère. Dans quelques instants, elle serait partie, dans quelques instants, elle serait en sécurité. Elle trouva sa place près du hublot, attacha sa ceinture et appuya sa tête contre la vitre froide. Dehors, il faisait encore nuit, les lumières de la piste clignotaient de manière rythmée. Lentement, l'avion se remplit. Les gens rangèrent leurs bagages, s'assirent et discutèrent à voix basse. Puis, juste avant la fermeture des portes, un dernier passager monta à bord. Un homme grand, aux cheveux foncés, portant des lunettes de soleil malgré l'heure matinale. Marina se figea. C'était l'un des hommes de la plage. Elle en était presque sûre. Il avança lentement dans l'allée, son regard balayant les rangées de sièges. Le cœur de Marina battait à tout rompre. Non, ce n'était pas possible. C'était une coïncidence. Ça devait être une coïncidence. L'homme s'approcha et Marina se recroquevilla dans son siège, souhaitant être invisible. Il s'arrêta juste à côté de sa rangée et regarda sa carte d'embarquement. Puis il s'assit, une rangée derrière elle, de l'autre côté de l'allée. Marina ne pouvait plus respirer. Elle était figée sur son siège. Son esprit lui criait de se lever, d'aller voir le personnel de bord, de dire quelque chose, mais son corps ne lui obéissait pas. Elle n'osait pas se retourner, mais elle sentait sa présence derrière elle, comme un poids glacé sur sa nuque. L'avion commença à rouler. L'annonce des hôtesses de l'air, les consignes de sécurité, tout se confondait en un bruit blanc. Marina regardait par le hublot, voyait Antalya rapetissée sous leurs pieds. Les lumières de la ville s'estompaient à l'aube. Elle aurait dû être soulagée. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était une peur viscérale. Au bout de 20 minutes, elle détacha sa ceinture et se leva, les jambes tremblantes. Elle devait aller aux toilettes, elle devait réfléchir. Elle devait s'éloigner de ce siège. En marchant dans le couloir, elle se força à ne pas le regarder. Mais du coin de l'œil, elle vit qu'il dormait, ou faisait semblant, la tête appuyée contre la paroi, ses lunettes de soleil toujours sur le nez. Dans les toilettes exiguës de l'avion, elle s'appuya contre la porte et respira profondément. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut les passer sous l'eau froide. Elle se regarda dans le miroir et vit une étrangère à la peau pâle, aux cernes sous les yeux et aux cheveux ébouriffés. Que devait-elle faire? À Francfort, elle allait retrouver Julia, se rendre au commissariat et porter plainte. Mais que se passerait-il s'il la suivait aussi à Francfort, et si tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, quelque chose qu'elle ne comprenait pas? Un coup à la porte la fit sursauter. « Tout va bien là-dedans » demanda une voix féminine. Marina ouvrit rapidement. Une hôtesse de l'air se tenait là, avec un sourire compatissant. « Vous allez bien ?»« Vous semblez pâle. » Marina hésita, puis murmura. « Il y a un homme dans l'avion, je crois qu'il me suit. Pouvez-vous faire quelque chose ?» L'hôtesse fronça les sourcils. « Vous a-t-il importuné? Vous a-t-il menacé ?» Marina secoua la tête. « Pas ici, mais à Antalya, et maintenant il est dans le même avion. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. » La femme acquiesça lentement. « Venez avec moi. » Elle conduisit Marina vers l'avant, dans la zone de la classe affaires, où il y avait moins de passagers. « Asseyez-vous ici jusqu'à l'atterrissage. De quel homme s'agit-il » Marina le décrivit. L'hôtesse de l'air prit des notes. « Nous allons le surveiller. Dès que nous atterrirons à Francfort, nous informerons la police. » Marina s'assit sur le siège libre, se sentant un peu plus en sécurité ici, entourée par l'équipage, loin de lui. Elle passa les 2 heures restantes du vol dans une vigilance tendue, enregistrant chaque mouvement dans le couloir. Lorsque l'avion atterrit enfin à Francfort, l'hôtesse de l'air demanda à tous les passagers de rester assis.
Nous avons un petit retard. La police va monter à bord. » Des murmures s'élevèrent, des regards perplexes, des plaintes. 2 policiers en uniforme montèrent à bord de l'avion et parlèrent à voix basse avec l'équipage. Puis ils se dirigèrent directement vers l'homme aux lunettes de soleil. « Veuillez nous suivre !» L'homme leva les yeux, surpris, et protesta en turc. Les policiers restèrent polis, mais fermes. « Nous devons vous interroger. Veuillez nous suivre. » À contre-cœur, il se leva et prit son bagage à main. Lorsqu'il passa devant Marina, leurs regards se croisèrent un instant. Son visage était inexpressif, mais ses yeux étaient froids, calculateurs. Après son départ, l'un des agents s'approcha de Marina. « Madame Hoffman, nous devons également vous parler. Pouvez-vous nous suivre ?» Marina acquiesça et se leva, les jambes tremblantes. Elle suivit l'agent hors de l'avion, à travers un couloir latéral, jusqu'à une petite pièce dans le terminal. Julia l'attendait déjà, les yeux rougis par les larmes, les bras tendus. Marina s'effondra, tomba dans ses bras et se mit enfin à pleurer, libérant toute la peur et l'épuisement qu'elle avait refoulés. L'agent attendit patiemment, puis s'assit en face d'elle. « Madame Hoffman, racontez-nous depuis le début ce qui s'est passé à Antalya. » Et Marina raconta. La camionnette, les appels téléphoniques, le message dans la chambre d'hôtel, l'homme sur la plage. Tout. L'agent prit des notes et posa des questions précises. « L'homme que nous avons arrêté nie vous connaître. Il dit que c'est une coïncidence, s'il était sur le même vol. » Marina secoua la tête. « Je l'ai vu sur la plage, j'en suis sûr. Avez-vous des preuves? Des photos? Des messages ?» Marina hésita. Les appels provenaient d'un numéro turc, je les ai encore sur mon téléphone. Et le message, le mot, je l'ai laissé à l'hôtel. Le fonctionnaire acquiesça. « Nous allons coopérer avec les autorités turques, leur transmettre votre plainte. Mais sans preuve concrète, il sera difficile d'agir contre cet homme. » Il regarda Marina avec compassion. « Je vous conseille de déposer une plainte officielle, de documenter tous les détails, et soyez prudente au cours des prochaines semaines. » 1 heure plus tard, Marina et Julia quittèrent l'aéroport. L'homme était parti, relâché, faute de preuves. Marina se sentait vide, creusée. Elle était en Allemagne, en sécurité, mais le sentiment de menace planait toujours au-dessus d'elle, comme un nuage sombre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le retour de Marina d'Antalya. Noël approchait, Cologne était décorée de lumière, les marchés de Noël ouvraient, mais Marina ne ressentait pas l'ambiance festive. Elle s'était mise en arrêt maladie à la galerie et ne quittait que rarement son appartement. La police avait enregistré sa plainte, mais l'enquête n'avançait pas. Les autorités turques n'avaient rien trouvé, aucun hôtel n'avait signalé de cambriolage. Le numéro de téléphone était enregistré sur une carte prépayée, impossible à retracer. Julia lui rendait visite tous les jours, lui apportait à manger, essayait de lui remonter le moral. « Tu dois recommencer à vivre, Marina. Il n'est pas là, il ne peut rien te faire. » Mais Marina ne pouvait s'empêcher de regarder par-dessus son épaule, de craindre chaque numéro inconnu, de rester éveillée la nuit. Sa grand-mère l'appela, inquiète. « Que s'est-il passé, ma chérie? Julia m'a dit que quelque chose n'allait pas en Turquie. » Marina ne voulait pas l'inquiéter, mais elle finit par tout lui raconter. La vieille femme resta longtemps silencieuse, puis elle dit « Je suis désolée que mon cadeau t'ait fait ça, mais tu es forte, plus forte que tu ne le penses. Tu surmonteras cela. » Le 21 décembre, par un matin froid et gris, Marina reçut un appel de la police. « Madame Hoffman, nous avons des nouvelles. Les autorités turques ont arrêté un suspect, un homme ayant plusieurs antécédents judiciaires pour harcèlement et agression sexuelle de touristes. Il a été arrêté à Antalya après qu'une autre femme ait porté plainte pour des faits similaires. Elle a décrit le même fourgon blanc, les mêmes menaces. » Le cœur de Marina battait à tout rompre. « Est-ce que c'est le même homme qui était dans mon avion? » « Non, » répondit l'agent. « C'était probablement une coïncidence, ou peut-être l'un de ses complices, nous ne savons pas exactement. Mais le principal suspect est désormais en détention.
Vous êtes en sécurité. Marina raccrocha, resta assise en silence, essayant de comprendre ce que cela signifiait. C'était fini, vraiment fini. Le soulagement vint lentement, comme la chaleur qui revenait dans ses membres gelés. Elle appela Julia, puis sa grand-mère, pour leur annoncer la nouvelle. Julia pleura de joie. « J'arrive tout de suite, il faut fêter ça !» Et pour la première fois depuis des semaines, Marina sourit vraiment. Ce soir-là, elles s'assirent dans l'appartement de Marina, burent du vin et parlèrent de tout sauf d'Antalya. Mais finalement, Marina dit doucement « Je ne comprends toujours pas pourquoi moi. Pourquoi m'a-t-il choisi ?» Julia lui prit la main. Peut-être qu'il n'y avait aucune raison. Certaines personnes sont simplement méchantes. Elles cherchent des victimes qui semblent vulnérables. Mais tu as survécu, tu t'es défendu, c'est ce qui compte. Marina acquiesça, mais au fond d'elle-même, elle savait que les cicatrices resteraient. La peur, la méfiance, les cauchemars. Antalya, le paradis dont elle avait rêvé, était devenu un lieu d'horreur. Quelques jours plus tard, elle rendit visite à sa grand-mère. La vieille femme la serra fort dans ses bras et lui caressa les cheveux. « Tu es rentrée à la maison, c'est tout ce qui compte. » Marina acquiesça, mais dit « Je ne sais pas si je pourrai encore voyager, grand-mère. J'ai tellement peur. » Sa grand-mère la regarda sérieusement. « La peur s'estompera avec le temps. Mais tu ne dois pas la laisser diriger ta vie. Le monde est vaste, beau et dangereux tout à la fois. Tu as eu de la malchance. Tu as rencontré un monstre. Mais il y a aussi du bon dans ce monde, crois-moi. » Marina voulait la croire. Mais pour l'instant, le monde lui semblait seulement dangereux. Les mois passèrent. Le printemps arriva. Cologne s'épanouit. Marina retourna au travail et retrouva peu à peu sa routine. Les cauchemars devinrent plus rares, la peur moins paralysante. Elle recommença à sortir avec ses amis, à rire, à vivre. Mais elle ne voyageait pas. Quand quelqu'un l'invitait à planifier un voyage, elle trouvait des excuses. Trop de travail, pas assez d'argent, pas d'intérêt. Julia ne la pressait pas. Elle comprenait. Un jour, près d'un an plus tard, Marina était assise dans la galerie en train de cataloguer de nouvelles œuvres lorsqu'un couple âgé entra. Ils discutaient en turc, regardaient les tableaux. Marina se figea, son cœur se mit à battre à toute vitesse, ses anciennes peurs refirent surface. Mais alors, la femme lui sourit et lui demanda, dans un allemand approximatif, le prix d'un tableau. Marina respira profondément, lui rendit son sourire et répondit à la question. Lorsque le couple partit, elle resta longtemps immobile, réalisant quelque chose. Elle avait eu peur, oui, mais elle n'avait pas paniqué, elle ne s'était pas enfuie. Peut-être, juste peut-être, était-elle en train de guérir. Ce soir-là, elle appela sa grand-mère. « Grand-mère, je pense que je suis prête à réessayer. Peut-être pas tout de suite, pas loin. Mais un jour. » La vieille femme rit, ce rire chaleureux et profond que Marina aimait tant. « C'est bien, ma fille, le monde t'attend quand tu seras prête. » Marina raccrocha, regarda par la fenêtre les rues de Cologne, la vie qui continuait. Antalya resterait toujours une ombre, un souvenir de ce qui aurait pu être, de l'obscurité qui peut se cacher même dans les paradis. Mais elle était devenue plus forte, plus prudente, mais aussi plus vivante. Elle avait survécu, et peut-être, un jour, elle rêverait à nouveau.